Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Mathieu Palin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste et écrivain, prix Interallié pour Ne t'arrête pas de courir, votre texte précédent. Et Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents sort aujourd'hui aux arènes. C'est votre dernier document, donc tiré en partie d'une série documentaire que vous avez réalisée pour France Culture. Un essai, une enquête donc de 4 ans dans la tête de ceux qui frappent leurs femmes. Au moins 220 000 femmes sont victimes ici en France chaque année de violences conjugales. Ce sont des chiffres du gouvernement. Ce que veut dire ce chiffre et ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'il y a donc en France au moins 220 000 hommes violents. C'est l'équivalent de la population de la ville de Lille. Parmi ces hommes, donc, il y a forcément nos pères, nos frères et nos amis. Oui, et ce chiffre de 220 000 hommes violents chaque année, on sait en plus qu'il est très sous-estimé, que les experts pensent qu'il faut le multiplier par 4 ou 5, tout simplement parce que toutes les victimes ne portent pas plainte, qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour les femmes à porter plainte dans les commissariats, que c'est difficile aussi de porter plainte contre le père de ses enfants. Donc, il y a on peut considérer qu'il y a plutôt 1 million d'hommes en France violents chaque année au sein de leur couple. Et là, quand on parle d'1 million d'hommes, forcément, on parle plus de quelques fous furieux qui mettent le feu à leur femme ou qui la tuent. On parle de gens qui sont très insérés dans la société, qui ont un travail, qui ont des amis, qui probablement ont un club sportif ou une association et qui sont parmi nous, qui sont justement nos pères, nos frères, nos amis, à la fois le boulanger chez qui vous achetez votre pain et l'entraîneur de tennis de votre fils, quoi. Donc ouais, c'est de tous milieux sociaux, voilà, de toute région. Exactement, tous milieux sociaux. Moi, quand j'avais fait cette première enquête pour France Culture, j'avais suivi des hommes qui sortaient de prison, qui avaient tous été condamnés à de la prison pour violence conjugale. Et j'avais eu quelques retours après la diffusion de cette série de gens qui me disaient « Bon, vous dites que ça touche tout le monde, mais ce qu'on entend dans la parole de ces hommes, c'est qu'ils viennent quand même plutôt d'une frange de la population qui est une catégorie sociale basse, on va dire, qui sont les gens qui sortent de prison, qui sont majoritairement ceux qu'on met en prison. Plus facile de mettre un chômeur en prison qu'un directeur d'hôpital, quoi. » Et en fait, après la diffusion de cette série, il y a eu beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont écrit. Et là, les profils qui ressortaient étaient plus justement des chômeurs ou des travailleurs sur des chantiers, mais étaient justement des directeurs d'hôpitaux, des cardiologues, des avocats, des banquiers d'affaires, des gens qui sont extrêmement bien insérés dans la société. Ouais, la différence, c'est que là, les violences sont peut-être plus tues. Et là, par contre, eux, ils n'étaient jamais menacés ou par la justice. Personne ne les voyait comme étant justement des hommes violents, des dangers pour la société. Et pourtant, ils le sont. C'est une enquête que vous avez menée à titre professionnel et personnel. Vous dites que vous êtes passé à côté du mouvement MeToo à ses débuts, ouais, jusqu'à ce que vous réalisiez, et sans doute comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, qu'il y avait en fait partout autour de vous des femmes qui avaient vécu cette violence, à commencer par votre propre mère. Oui, c'est la lecture de Virginie Despentes. À un moment, elle dit « et ça arrive tout le temps ». Et je dois dire que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, elle exagère un peu. Vous avez tiqué. Je me suis dit, non, je sais que ça n'arrive pas tout le temps. Je connais des femmes à qui ça n'arrive pas. Et en fait, quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai réalisé que ça arrive tout le temps. Et ma mère, quand je l'ai appelée et que je lui ai dit, mais est-ce que toi, parce qu'elle est à la retraite aujourd'hui, elle a 65 ans, je lui ai dit, est-ce que toi, tu pourrais dire MeToo, tu pourrais dire, moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a eu un silence au téléphone. Et elle m'a dit, bah, en fait, je pense à une scène qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Et donc, elle faisait du babysitting comme beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes de cet âge-là. Et elle s'est fait agresser sur le retour de chez elle par le père de famille chez qui elle faisait ce babysitting. Et ça lui est resté comme un souvenir, un très mauvais souvenir, qui aurait pu encore plus mal tourner. Elle a réussi à s'en sortir. Et elle n'en avait jamais parlé. Et elle n'en avait jamais parlé. Et c'est quand je lui ai posé la question qu'elle a accepté d'en parler. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si vous ne posez pas les questions, vous pouvez continuer de vivre dans une croyance que finalement, oui, ça arrive de temps en temps, mais pas tant que ça. Un petit détail, quoi. Alors, non seulement vous vous rendez compte qu'il y a des femmes victimes partout autour de vous, mais d'une certaine façon, que vous aussi, c'est une confidence assez dingue que vous faites,
vous avez fait usage d'une forme de violence, vous qui pensiez n'avoir rien en commun avec les hommes sur lesquels vous travaillez. Oui, en fait, plus j'ai passé de temps avec ces hommes au quotidien, plus je réalisais que la construction monstrueuse que j'en avais était assez fausse. Finalement, c'est des hommes comme moi et plein d'autres personnes avec qui je passe ma vie, des amis à moi, on se ressemble beaucoup en fait. Et c'était des hommes avec qui je pouvais rire, pouvais boire une bière. Et ça m'a un peu troublé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de différent avec eux qui ont pété les plombs ou qui ont frappé leurs femmes parce qu'ils se sentaient méprisés, insultés, mis en danger, à qui ils ont l'impression qu'on leur a manqué de respect. Et je pouvais continuer de me penser comme étant un mec parfait qui n'a rien à se reprocher. Mais j'avais encore en mémoire, moi aussi, une scène de mes 18 ans où j'avais embrassé de force une fille dont j'étais amoureux mais qui voulait plus de moi. Et ce décalage, le fait qu'elle veuille plus de moi, elle me rejette, ça m'avait poussé à faire ça, ce qui est une agression sexuelle. Et je pouvais pas le mettre comme si c'était quelque chose de totalement différent par rapport à ce qui était arrivé à ces hommes-là, parce que le passage à l'acte violent, il est presque toujours lié à ça, au fait qu'on vous rejette parce que elle vous quitte, ou elle vous dit qu'elle est plus amoureuse de vous, ou elle vous dit qu'en fait elle aime quelqu'un d'autre, elle a rencontré quelqu'un, et ça vous est insupportable. Et comme vous êtes un homme qui se construit sur des bases assez viriles, en fait, le conflit, je le règle pas par les mots, je le règle par les poings, et je veux pas qu'on me manque de respect, je veux pas qu'on m'humilie, qu'on me méprise, qu'on me marche sur les pieds. Vous réagissez comme ça. Et bon, moi, j'ai frappé personne, mais la différence est assez minime finalement, puisque la réaction répond à la même logique. On vous a reproché ce choix qui est le vôtre, Mathieu Palin, de faire entendre cette parole des hommes violents qui tentent de justifier l'injustifiable et de leur permettre d'une certaine façon d'occuper un espace médiatique depuis longtemps écrasé par le masculin au détriment du féminin, et là en l'occurrence des victimes. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter ces hommes-là et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire qui est important pour nous collectivement? Ces hommes-là, ils sont partout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on continue à ne pas aller les voir et à les laisser dans une représentation monstrueuse, on les laisse de côté et on n'attaque pas le problème. Parce que mettre ces mecs en prison, c'est très utile pour éloigner le danger, protéger la victime. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a rien réglé sur la question de d'où vient cette violence et comment la combattre. Donc pour moi, aller les voir, c'était aussi essayer de comprendre comment on pouvait frapper la femme qu'on aime, la mère de ses enfants, et à quelle logique ça renvoyait. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que finalement, le problème est bien plus grave que ce que je pensais. Il y a tellement d'hommes violents dans ce pays, il y a une banalisation telle de la violence au sein du couple qu'il faut qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps tous collectivement, les hommes, les femmes, notamment sur la manière d'éduquer les nouvelles générations. Parce que si on continue d'enfermer les petits garçons dans une logique qui serait de ne jamais confier ses émotions, ne pas pleurer, être un homme, ça veut dire savoir se battre, taper du poing sur la table, ne jamais régler les conflits par la parole, on continuera à créer des petits garçons qui vont devenir des hommes violents. Et de la même manière, chez les petites filles, si on continue à enfermer les petites filles dans une logique de soumission qui serait une petite fille, c'est sage, ça ne fait pas de bruit, ça dit merci quand on lui tient la porte et surtout ça fait beaucoup de sourires, on va continuer aussi potentiellement à créer des victimes. Donc je pense que avant, il y avait une norme qui était la norme de la violence partout. Un homme, c'était le chef de famille, il avait le droit quasiment de vie ou de mort sur les gens qui constituaient sa famille. On en est revenu, on en revient, la société évolue, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et ça nous concerne tous. Ouais, chez les hommes que vous avez rencontrés, ce qui est assez... donc, pour préciser, vous avez suivi plusieurs groupes de parole d'hommes qui ont été condamnés. Ce qui est assez rare d'être condamné pour des violences conjugales. En France, 80% des plaintes pour violences conjugales finissent quand même par sont classées sans suite. En tout cas, ceux-là ont été condamnés. Il y a un déni tel dans ces groupes de parole que la plupart des types que vous rencontrez ne comprennent pas, encore même après avoir été condamnés, pourquoi ils sont là. Oui, il y a un déni qui est presque comme une colonne vertébrale autour de laquelle ils se construisent. C'est-à-dire que j'avais parfois l'impression que dire « oui, c'est vrai, je l'ai fait »,
Oui, c'est vrai, j'ai frappé ma femme. J'ai frappé ma femme. Indicible. Indicible, ce qui était la phrase que j'imaginais que j'allais entendre à chaque fois que quelqu'un allait prendre la parole. En fait, c'est une phrase que j'ai presque jamais entendue. Mais j'ai l'impression que dire ça, ça voulait dire s'effondrer aussi. Ne plus pouvoir se regarder dans une glace. Parce que cette évolution d'une norme qui était... en gros, la violence est totalement banale et il est possible de le dire même à voix haute que oui, on bat sa femme, parce que de temps en temps, une bonne correction, ça fait du bien. Ce qui était encore des choses qu'on pouvait entendre il y a 40 ans. Même eux, aujourd'hui, peuvent plus le dire parce qu'ils savent qu'en fait, c'est pas cool. Et on peut pas vraiment en être fier d'avoir frappé sa femme. Donc le déni est extrêmement puissant. Et c'est vrai que dans ces groupes, j'étais venu pour entendre une phrase toute simple qui est de dire, un peu comme chez les alcooliques anonymes, « Bonjour, je m'appelle X et je frappe ma femme ». Et là, le travail peut commencer. Et cette phrase-là a été très très peu prononcée. Il y a le déni et puis il y a ceux qui tentent une explication. Encore une fois, il ne s'agit pas de les excuser, mais d'essayer d'entrer dans leur tête pour comprendre comment effectivement on en arrive un jour à frapper sa femme. Ils sont nombreux à être persuadés d'être d'ailleurs dans un renversement assez classique, hein, d'être victimes d'un genre de révolution qui aurait renversé le rapport de force en leur défaveur et donc en faveur des femmes qui auraient changé en mal, sauf que cette violence-là à l'égard des femmes, elle a toujours existé, y compris avant le début des mouvements féministes et de surcroît depuis MeToo. Oui, là-dessus, il y a une distorsion de la réalité. Ils ont été condamnés, ces hommes, et donc ils ont été condamnés en plus dans un contexte qui est l'essor d'un mouvement qui est le mouvement MeToo, qui est un mouvement mondial. Ils n'ont pas pu passer à côté de ça. Et donc le parallèle est fait assez rapidement entre ce mouvement d'ampleur mondiale, de libération de la parole des femmes, et leur condamnation à eux, individuelle, qui ferait que, en fait, les femmes maintenant ont repris le pouvoir. Elles ont renversé la table, elles sont à la tête de la justice et elles se vengent. Et cette vision très simpliste, qui ne correspond à aucune réalité, elle vient leur dire, en fait, vous n'avez rien compris, vous êtes à côté de la plaque, d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous met en prison. Et c'est très compliqué parce que ça leur permet, ce mouvement MeToo, qui est en effet tellement gros que c'est quelque chose de pas palpable pour eux, de pouvoir presque se trouver une excuse. Je suis la victime de quelque chose de beaucoup plus gros, qui serait une sorte de, je ne vais pas dire un complot mondial, mais c'est comme quelque chose de tellement plus grand que moi. C'est pas tellement ma faute, c'est la faute de MeToo. Vous le dites dans ce livre, on en revient toujours aux questions de domination. Vous l'évoquiez tout à l'heure, et des rapports entre les uns et les autres. Donc vous avez suivi ces groupes de parole, mais vous avez aussi rencontré des psychiatres, des femmes qui travaillent avec des femmes battues. Je pense notamment à la Maison des femmes de Rata Matem Ganser. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a ce mot à la mode, déconstruire? Est-ce qu'on peut se déconstruire réellement quand on est un homme violent? C'est très compliqué, surtout si vous entamez ce travail à l'âge de 65 ou 70 ans, comme c'est parfois le cas. J'en ai rencontré qui étaient déjà à la retraite et qui étaient face à une première condamnation pour des faits de violence conjugale. Donc, changer un homme, c'est compliqué. Changer un homme violent de 65 ans, ça l'est encore plus. Après, il est possible de se remettre en question. À un moment dans le livre, il y a un homme qui s'appelle Romain qui est le seul d'ailleurs dans ces 4 années d'enquête qui me dit on ne va pas passer par 4 chemins, j'ai battu ma femme. Et je suis capable de vous le dire maintenant parce que je suis dans un processus d'essayer de comprendre ce qui m'arrive et d'où je viens. Et cette violence, cette petite graine de la violence qui est en moi, qui me susurre à l'oreille, c'est la faute de l'autre. Il faut que je comprenne d'où elle vient pour être capable de plus jamais récidiver. Donc je ne vais pas dire que c'est un cas qui peut être généralisé, loin de là. Il y a un travail de fond à mettre en place. Et ces groupes de parole, c'est croire au Père Noël de penser qu'il suffit de mettre quelqu'un qui sort d'une condamnation dans un groupe de parole pour qu'il soit changé. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité là-dedans, parce que de la même manière on dit un village pour élever un enfant, il faut aussi beaucoup de monde pour qu'un homme puisse être violent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, dans nos pères, nos frères, nos amis, il y a du monde autour qui peut-être ne disent rien, savent et laissent la violence se perpétuer dans une famille. Donc il y a ce que peut faire l'État, mais il y a ce qu'on peut faire aussi nous tous pour éviter que ce cycle de la violence se
perpétue sur les générations futures. La responsabilité collective. Merci beaucoup, Mathieu Palin, d'être venu nous parler de cet ouvrage, Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents, le résultat de 4 ans d'enquête dans la tête de ceux qui frappent leurs femmes. Merci encore, c'est aux arènes et ça sort aujourd'hui. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.